Combien de fois avez-vous déjà prononcé ou entendu cette phrase « Je n'ai pas le choix ». C'est une phrase qui paraît simple, presque neutre, mais en réalité, elle est lourde de sens. Elle porte en elle la résignation, le renoncement et surtout le poids des contraintes invisibles qui structurent notre quotidien. Selon Eurofound, en 2024, 62% des salariés européens déclarent rester dans des situations qu'ils jugent insatisfaisantes ou injustes uniquement parce qu'ils pensent ne pas avoir d'alternative réelle. Derrière ces chiffres, il n'y a pas juste des emplois mal vécus, il y a des vies qui se rétrécissent à l'intérieur d'un sentiment d'absence de choix. Et c'est justement ça que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière cette phrase « Je n'ai pas le choix » ? Est-ce vraiment une absence de liberté ou une liberté piégée par des logiques sociales, économiques et culturelles ? Nos sociétés occidentales placent la liberté individuelle au sommet de l'échelle des valeurs. On nous apprend très tôt que nous sommes libres de choisir notre voie, notre métier, notre vie. Et pourtant, dans la réalité, cette liberté s'exerce souvent dans des cadres étroits et contraignants, des choix qui sont en fait des non-choix. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à la racine même de la notion de liberté. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans Du contrat social « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». La liberté pour Rousseau, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité d'agir au sein d'un cadre collectif que nous choisissons consciemment. La liberté implique donc une dimension politique et sociale. De son côté, Jean-Paul Sartre affirmait dans L'être et le néant que nous sommes condamnés à être libres. Mais dans les situations les plus difficiles, une part de choix subsiste. Mais cette liberté est vertigineuse, parfois douloureuse, car elle nous rend responsables de nos décisions, même lorsqu'elles sont prises dans la contrainte. Autrement dit, la liberté existe, mais elle n'est pas toujours confortable, et elle n'est pas toujours pleine. Alors pourquoi avons-nous l'impression de ne pas avoir le choix ? D'abord, à cause des contraintes structurelles. Quand une personne doit payer son loyer, nourrir ses enfants, faire face à la précarité, la liberté de quitter un emploi toxique ou de changer de vie devient une liberté théorique. C'est ce que les philosophes appellent la liberté formelle, le droit, qui n'est pas toujours une liberté réelle, une possibilité concrète d'agir. Ensuite, il y a les conditionnements culturels, ces phrases qu'on entend depuis l'enfance. On doit travailler dur pour mériter sa place. On ne quitte pas un emploi stable. Il faut être responsable. Ces croyances collectives pèsent lourd. Elles façonnent notre manière de penser, nos marges de manœuvre. Et puis, il y a la dimension psychologique. Dire « je n'ai pas le choix », c'est aussi une façon de se protéger. Parce que reconnaître qu'un choix existe, même minime, c'est aussi porter la responsabilité. Et parfois, cette responsabilité est insupportable quand on se sent déjà épuisé ou acculé. Enfin, notre époque confond souvent liberté économique et liberté humaine. La première repose sur la capacité de consommer, produire, acheter, vendre. La seconde repose sur la possibilité de vivre en cohérence avec soi et avec les autres. Ces deux libertés ne sont pas identiques et aujourd'hui, la première écrase souvent la seconde. Dans une société centrée sur la productivité et la rentabilité, la liberté individuelle est réelle, tant qu'elle ne remet pas en cause l'ordre économique établi. Michel Foucault a montré que le pouvoir moderne n'est pas seulement vertical, il s'infiltre dans les comportements, dans les normes, dans notre façon de nous percevoir nous-mêmes. Nous intégrons les limites et les contraintes au point d'en faire les nôtres. Mais heureusement, il existe une clé, la prise de conscience. Paulo Freire, dans Pédagogie des opprimés, explique que la conscience critique est le premier pas vers l'émancipation. Comprendre les mécanismes qui nous enferment, ce n'est pas se plaindre, c'est ouvrir une brèche, c'est commencer à redevenir acteur de notre trajectoire. Alors comment faire concrètement ? La première étape, c'est de déconstruire l'illusion de non-choix. Même dans des situations difficiles, il existe souvent une marge d'action, parfois minuscule, mais bien réelle. Elle peut constituer à poser une limite, à nommer une réalité, à changer une petite chose plutôt que tout d'un coup. Le rapport au temps, évidemment, est important ici. La deuxième étape, c'est réintroduire la dimension collective dans nos décisions individuelles. Nous sommes libres, oui, mais pas seuls sur une île. Ce que nous choisissons ou acceptons s'inscrit dans des systèmes collectifs. Et inversement, les changements collectifs commencent souvent par des prises de conscience individuelles qui s'additionnent les unes avec les autres. Troisième étape, sortir de la culpabilisation. Dire « je n'ai pas le choix » n'est pas une faute morale, c'est souvent le signe d'un blocage systémique. Et ces blocages doivent être adressés ensemble, pas portés uniquement sur les épaules d'un seul individu. Quatrième étape, agir à plusieurs niveaux.
Individuel, développer sa lucidité, faire des choix conscients, même tout petits. Collectif, créer des alliances, parler, se soutenir. Sociétal, interroger les structures économiques et sociales qui transforment la liberté en contrainte déguisée. Et enfin, 5e étape, redéfinir ce qu'on appelle liberté. Elle n'est pas seulement la capacité de faire ce qu'on veut, elle est aussi la possibilité de construire ensemble un monde plus juste. Rousseau le disait déjà, la liberté n'est donc pas un pouvoir solitaire, c'est une responsabilité partagée. Alors la prochaine fois que vous entendrez ou prononcerez la phrase « je n'ai pas le choix », souvenez-vous, ce n'est peut-être pas une vérité, c'est un symptôme, un signal qu'il y a quelque chose à éclairer, repenser et peut-être à transformer. La liberté ne se décrète pas, elle se construit ensemble. Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle, et ma conviction est simple. Notre pouvoir d'agir commence au moment où nous cessons de croire que nous n'en avons pas. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.